Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur l'Europe de la santé. Donc, je me présente rapidement, je suis Béatrice Quecler, responsable sectorielle santé chez BPI France, en charge notamment de tout ce qui est appel à projet France 2030. Et je présenterai mes trois intervenants au fur et à mesure de leurs interventions. Et donc, juste pour quelques mots d'introduction afin de ne pas perdre de temps. L'Europe de la santé, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses challenges? Quels sont les défis à relever? Et pourquoi on crée une Europe de la santé? C'est les sujets que l'on va évoquer aujourd'hui. On va parler de souveraineté, on va parler également d'action européenne, mais également de challenge pour réussir, parce que rien n'est fait encore, même si beaucoup de choses sont lancées. Et donc, pour commencer, on sait que l'Europe de la santé, c'est en réponse notamment au Covid-19, mais également aux enjeux de pénurie de médicaments, de pandémie qui risquent d'arriver encore, notamment au regard des enjeux des changements climatiques, et également d'antibiorésistance, qui est un fléau qui va venir et qui risque de, je vais laisser Florence en parler plus, mais qui va créer de gros problèmes d'ici quelques années. Donc, comment l'Europe s'organise pour répondre à tous ces enjeux? Et pour commencer, je vais laisser Monsieur Olivier Girard, qui est chef contre-mesures médicales au sein de l'autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, autrement appelée HERA, oui j'ai réussi à le dire, de l'Union européenne, et ce depuis 2022. Et donc, après avoir occupé diverses fonctions, notamment d'avocat, vous avez été en charge donc de la politique industrielle, de la recherche et de l'innovation du marché unique, et depuis 2022, donc, vous vous occupez d'HERA. Et donc, moi, j'aimerais comprendre que vous nous expliquiez comment l'UE s'est dotée de compétences en domaine de santé, justement, depuis le Covid-19. Béatrice, merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer ce matin donc, au panel sur l'Europe de la santé. Alors, je pense qu'en effet, c'est un sujet qui est particulièrement porteur actuellement. En fait, comme vous l'avez bien dit, on est passé à un stade supérieur en termes de développement. On est passé à une véritable accélération de l'action de l'Union européenne en matière de santé avec le Covid-19. Donc, avant le Covid-19, traditionnellement, l'Union européenne était en position de soutien, parce que, évidemment, et c'est parfaitement justifié, les États membres gardent la main sur leur système de santé, mais on avait déjà avancé dans un certain nombre de domaines, en particulier la création d'un marché unique des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux. Donc on est arrivé à développer un niveau de standard à l'échelle européenne qui est reconnu mondialement, avec une agence des médicaments et maintenant des dispositifs médicaux qui est basée à Amsterdam et qui donc donne pour tous nos produits dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine des équipements médicaux, un visa, une autorisation sur le marché à l'échelle européenne. Sur cette base, on a développé des standards de qualité. On a développé aussi un cadre réglementaire qui permet en effet aux entrepreneurs de bénéficier du marché unique et aussi de reconnaissance dans des pays tiers. Ça, c'était le point de départ. À côté de ça, évidemment, il y a traditionnellement un soutien à l'innovation avec le programme Horizon Europe. J'ai la chance d'avoir des collègues aujourd'hui à BIG qui présentent le programme Horizon Europe, et un programme qui, lui, se concentre et sur la recherche fondamentale et sur la recherche au niveau de développement, je dirais, primaire. Ça nous a beaucoup aidé pendant le Covid-19 parce qu'en fait, une technologie comme le mRNA a pu être développée et soutenue dès le départ par un programme comme Horizon Europe. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact que ces programmes ont, parce qu'évidemment aussi, ils ont un effet d'entraînement. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis Covid-19 ? Eh bien, je pense qu'il y a eu la reconnaissance que face aux menaces sanitaires, il n'était plus possible de travailler seul et il était absolument nécessaire de mettre en place des mécanismes de coopération. Alors, je vais... Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, c'était de mettre en place des mécanismes d'intervention en commun
des mécanismes d'achat en commun. Donc évidemment, vous avez tous entendu parler des mécanismes d'achat de vaccins. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au moment de Covid-19, ce qui a permis et ce qui continue de permettre pour encore 2 ans aux citoyens de bénéficier de cette vaccination. Et puis ensuite, il y a eu la volonté de mettre en place une architecture. Parce que le gros danger avec les crises sanitaires, c'est qu'évidemment, c'est le retour à la normale. Aujourd'hui, on est à l'accord ARENA. Souvenez-vous, il y a encore 3-4 ans, ça avait été très, très, très compliqué. Mais on a tendance à l'oublier. La mémoire institutionnelle au niveau français, au niveau européen, c'est la même chose. Ça a tendance à disparaître très rapidement. Donc on a voulu créer des institutions qui restent et qui demeurent et qui en fait construisent sur la coopération, la confiance qui a été réalisée, qui a été construite pendant le Covid-19. Donc, pour vous donner un exemple, donc mon équipe à Bruxelles est spécialisée dans les achats en commun. On parle beaucoup des achats en commun actuellement dans différents secteurs, le gaz, les matières premières critiques, mais les vrais, je dirais, les vrais pionniers dans ce domaine ont été les collègues qui travaillent dans le domaine de la santé. Et les premiers achats en commun qui ont été faits, c'était pour les vaccins et pour aussi, avant Covid, des vaccins contre la grippe pandémique. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce mécanisme perdure, se développe et devient un soutien à l'innovation. Donc ça, c'est l'idée que non seulement l'Europe soutienne l'innovation, je dirais, au stade préliminaire, au stade fondamental, mais ensuite qu'elle soit en mesure de soutenir le développement des produits et que ensuite les États membres se mettent ensemble pour faire des achats en commun. Donc le mécanisme d'achat en commun, ça représente 38 États, donc on n'est même plus au niveau de l'Union européenne avec les 27, on est à 38 États européens qui acceptent de se mettre ensemble pour acheter en commun de manière, je dirais, volontaire. Donc ça, c'est ça qui est très important, c'est vraiment la coalition des volontaires pour acheter tel ou tel produit innovant. Donc, à côté, donc, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'intervenir qui vise à soutenir le développement des produits, des innovations du début jusqu'à la fin, donc recherche fondamentale jusqu'à la création des marchés, il y a évidemment un certain nombre de réformes réglementaires dont on va parler. On a une proposition en cours pour la réforme du système du marché intérieur pour les produits pharmaceutiques. Et on a aussi, qui va bientôt venir, et là encore on va en parler, l'idée d'avoir un Biotech Act. Je pense qu'il y a une reconnaissance, la reconnaissance que l'Europe est bien dotée dans le domaine pharmaceutique, bénéficie d'une base industrielle qui est toujours présente, une base industrielle qui nous a sauvés pendant le Covid et qu'il est très important de préserver et de valoriser. Et évidemment, tout l'écosystème autour de cette base industrielle. Donc, ce qui est intéressant avec les propositions dans le domaine pharmaceutique, les propositions dans le domaine du biotech, c'est qu'on sort d'une intervention à caractère purement réglementaire qui est très importante parce qu'évidemment, c'est le cadre juridique qui apporte la stabilité et on a beaucoup besoin de stabilité actuellement pour le développement des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux. Et on se tourne vers des logiques de politique industrielle. Donc des politiques industrielles où on va rajouter de l'investissement, on va prioriser le domaine de la biotechnologie, on va prioriser la recherche dans le domaine de la lutte contre les grandes pandémies, et on va mettre tout le monde autour de la table pour essayer d'aller vite. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on va essayer aussi, évidemment, de mettre en place un cadre réglementaire qui permet d'accélérer, qui permet d'aller plus vite. Donc ça, c'est l'idée de la réforme dans le domaine des produits pharmaceutiques. Et aussi, last but not least, évidemment, la nécessité d'avoir des compétences, d'avoir des talents qui soient disponibles, parce que dans cette industrie, comme vous le savez, l'enjeu essentiel est d'avoir les talents, d'avoir les diplômés, d'avoir les personnes qui soient en mesure de accompagner le développement des entreprises. Donc on essaye d'avoir une approche qui est plus intégrée, on essaye d'avoir une approche où on met tout le monde autour de la table et on capitalise sur les leçons, sur ce qu'on a appris pendant la crise du Covid pour que justement notre capacité à réagir, notre capacité à innover, grâce justement à un cadre qui est un cadre facilitateur, un cadre qui soutient l'innovation,
perdurent, se développent et grandissent. Et ça, c'est le vrai enjeu maintenant dans les années qui viennent. Merci. Merci Olivier. Vous aviez d'autres slides? C'est pas grave, bon, je les passe directement. Merci beaucoup pour cette présentation. Et un des cas concrets, justement, qu'on aimerait évoquer, du besoin de cette mise en place de la politique industrielle, c'est l'antibiorésistance. Pour ça, je vais laisser la parole à Florence Séjourné. Florence Séjourné qui dirige une start-up qui s'appelle Orobac Therapeutics, spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments contre les infections graves, leurs conséquences contre le sepsis et la résistance aux antibiotiques. On n'en parle jamais assez. Vous êtes également la fondatrice de BIM, de BIM Alliance, qui fédère 70 biotech au niveau de l'Union européenne sur le domaine et qui dialogue directement avec Bruxelles pour faire évoluer les politiques de soutien au développement de nouveaux antibiotiques. Et donc, Florence, est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette problématique d'antibiorésistance et pourquoi c'est vraiment un cas, on va dire, représentatif de ce besoin d'une politique européenne dans le domaine? Absolument. Merci beaucoup, Béatrice. C'est une très bonne transition avec l'intervention d'Olivier. Donc effectivement, les antibiotiques, ça fait partie des sujets aujourd'hui mis en avant comme un cas d'école dans la nécessité d'un achat groupé, dans la nécessité d'une stimulation d'innovation, parce que la situation, il faut le dire tout de suite, même si on nous a transmis ce matin, Nicolas Dufour, que Emmanuel Macron nous ont apprécié toute l'énergie des entrepreneurs. Dans l'univers antibiotique, elle est encore exponentielle. C'est vraiment un univers très complexe où il n'y a pas de rentabilité aujourd'hui pour le développement de nouveaux antimicrobiens. Et c'est dans ce contexte que je vais vous présenter ce cas particulier. Alors déjà, quelques informations. Qu'est-ce que c'est un antibiotique? Un antibiotique, c'est un médicament qui va détruire des infections bactériennes, qui va détruire des bactéries pathogènes. Je redonne un peu les bases pour les non-biologistes, les non-médecins dans la salle. Et qu'est-ce que l'antibiorésistance? L'antibiorésistance, c'est la capacité de ces bactéries pathogènes à survivre et à se multiplier malgré la présence d'antibiotiques. Et qu'est-ce qui se passe depuis les années 45? On a découvert la pénicilline, on bénéficie tous des antibiotiques, mais plus on les utilise, plus on développe des résistances, et donc moins les antibiotiques qui existent aujourd'hui fonctionnent. Donc, quelle est la conséquence aujourd'hui de ce développement de résistance? Quand vous regardez les cartes d'évolution de la résistance aux antibiotiques, je ne les ai pas présentées ici, mais elles sont très douloureuses, très stressantes. Il y a une augmentation significative de la résistance sur la planète. C'est évidemment un phénomène planétaire. Les bactéries, elles sont tout autour de nous. Elles sont sur la planète depuis 3 milliards d'années, bien plus que nous. Et elles gagneront le combat. Donc c'est nécessaire que l'humanité se mobilise. Et elles tuent. Elles tuent. En 2019, elles tuaient déjà 1,3 million de patients dans le monde il y a 5 ans. Et dans 25 ans, elles sont projetées comme tuant 10 millions de patients. Plus que le diabète et le cancer aujourd'hui. Par ailleurs, l'antibiorésistance, l'usage des antibiotiques, n'oubliez pas que c'est un pilier de la médecine moderne. Aujourd'hui, en France, c'est l'exemple de la France ici en termes de chiffres, on a 7 à 8 millions de personnes qui bénéficient des antibiotiques pour d'autres pathologies, qui ont un cancer, qui sont dialysées, qui font des chirurgies. Ça touche tout l'univers de la médecine moderne. Les antibiotiques, c'est un socle. Il faut les préserver et on les utilise trop, vous le savez, ça fait des années qu'on communique dessus. L'utilisation inadaptée, trop importante, développe l'antibiorésistance. Par ailleurs, c'est aujourd'hui très clair que le réchauffement climatique augmente aussi ce phénomène de résistance et également les conflits armés. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans une dynamique très positive en termes de risques. C'est bien pour ça que HERA en Europe s'intéresse à ce sujet. Ça fait partie des risques planétaires. Depuis même 2015, je pense que Davos avait même pointé ce sujet comme un risque économique majeur sur la planète. Alors quel est le problème? C'est qu'évidemment, quand on est face à un problème mondial, que les patients meurent, que ça augmente, en général, c'est aussi un marché. En général, l'industrie se mobilise, tout comme ça s'est passé pour le Covid, développe des vaccins, y va, quoi. Sauf que nous, aujourd'hui, on ne peut pas y aller parce que c'est pas rentable. Déjà, ça coûte beaucoup, d'ores et déjà, dans les dépenses de santé publique. Vous avez des chiffres ici mondiaux. Aujourd'hui, c'est déjà 86 milliards de dollars qui sont directement liés en termes
termes de coût à l'antibiorésistance sur la planète. Et en 2050, si on ne fait rien, c'est 325 milliards. Donc ça sera un coût qui va augmenter. Et comme d'habitude, quand on voit un coût augmenter, il faut investir maintenant pour éviter que ce coût augmente. Alors la rentabilité, vous la voyez ici, avec cette très jolie balance, où vous voyez que pour garantir un revenu pour un industriel de la pharma et des biotech nécessaire à son investissement, c'est 2,2 à 4,8 milliards de dollars de retour sur investissement sur la vie commerciale d'un produit. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde les nouveaux antibiotiques récemment mis sur le marché, ils ont généré des revenus de 240 millions. Donc vous voyez l'écart, c'est 10 fois moins. Donc pourquoi ? Très simple, les antibiotiques, ça se donne pendant 5 jours, 5-7 jours, c'est pas très long. Les volumes de vente sont assez faibles parce que les nouveaux antibiotiques, qu'est-ce qu'on fait ? On les réserve, on veut surtout pas les donner beaucoup parce qu'on développe des résistances, donc on ne veut surtout pas les vendre. Les volumes sont bas, les prix sont très bas. La boîte d'amoxicilline, comparateur basique d'un antibiotique qui marche, combien ? Je mets au pari 2 €. Donc des produits innovants vendus 2 € la boîte, c'est pas possible. Voilà, donc on est dans un univers où la mécanique habituelle de la rentabilité de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire je vends des boîtes de médicaments avec un prix, ne marche plus. On ne peut plus faire ça, d'où l'importance, d'où les investissements chutent. Les industriels ont tous fui, et je crois qu'il reste 3 grands groupes dessus, et derrière, c'est que des petites sociétés, d'où l'Alliance BIM, qu'on a fondée en 2015, qui regroupe tous les acteurs européens, petites sociétés, souvent de moins de 10 personnes, qui se bagarrent pour néanmoins essayer de développer des stratégies de lutte contre l'antibiorésistance. Et les patients sont en danger et le seront de plus en plus. Alors comment on fait pour changer la donne et modifier ce concept de volume-prix ? Eh bien, et puis soutenir l'innovation en général. Alors il y a des initiatives que vous voyez en haut de ce schéma qu'on appelle push, c'est-à-dire on tire les produits vers le marché en les soutenant financièrement. Donc c'est le principe de subvention. Il y a plusieurs initiatives, il y a eu l'Europe, on a toujours envie que l'Europe soutienne plus, mais il y a eu quelques subventions, actions de subvention au niveau européen. On a eu un groupement qui s'est construit à partir de Boston, mais avec des financements mondiaux et du Wellcome Trust et du BARDA, mais aussi de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui s'appelait Carbex et qui a vraiment soutenu des projets, qui continuent de soutenir des projets pour passer du préclinique à la phase 1, donc des projets important de développement de médicaments. Il y a BPI France qui a soutenu les acteurs français du domaine. Alors ce sont les pushs, c'est nécessaire, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, vu que c'est pas rentable, c'est le seul moyen qu'on a d'accompagner l'investissement privé. Mais néanmoins, jamais on n'y arrivera si on ne change pas la donne du marché. Il faut changer l'équilibre du marché parce qu'on ne va pas continuer de subventionner l'investissement comme ça. Il faut faire comme on a fait exactement avec les médicaments des maladies orphelines dans les années 90. Souvenez-vous, les maladies orphelines, dans les années 90, ça n'était pas rentable, il n'y avait pas d'investissement privé. On a changé les politiques publiques, on a changé la donne. Il y a eu énormément d'investissements. Genzyme, c'est la première société qui a réussi. Et aujourd'hui, malheureusement pas pour tout, mais dans beaucoup de maladies orphelines, il y a des solutions qui existent grâce aux incitations publiques, dont les États-Unis, l'Europe et le Japon. Donc nous, il faut qu'on change la donne. Et aujourd'hui, il y a des projets en cours avec HERA, avec l'Europe et dans le monde entier. Alors, je vais rentrer dans un sujet un chouïa plus technique. On va essayer d'y aller doucement et en même temps, je vais aller assez vite. Donc, désolé pour ça. Ceux qui sont intéressés, venez me voir après. Je vous donnerai plus d'explications. Il y a plusieurs choses qui sont sur la table. Il y a ce qui s'appelle une prime de développement, des vouchers, je vais en parler juste après, des bons de transfert d'exclusivité et des garanties de revenus, des modèles de subscription. Donc, aujourd'hui, ces outils de changement politique, ils sont intégrés, comme Olivier l'a pointé, dans la GPL, donc General Pharmaceutical Legislation, qui est en cours de négociation au niveau de l'Europe, et le Critical Medicine Act. En l'occurrence, les Anglais ont été les meilleurs du monde sur ces modalités de souscription. C'est le seul pays au monde qui a mis en place d'ores et déjà maintenant un système de souscription pour les antibiotiques. Comment ça fonctionne ? Alors, le bon d'exclusivité transférable, donc ça, c'est une notion qui est vraiment sur la table de la Pharmaceutical Legislation pour stimuler l'innovation antibiotique. Aujourd'hui, c'est un bon d'achat qu'on nous donnerait quand on met un produit nouveau, innovant, qui coche des critères, pas tout, sur le marché. Dans ces cas-là, le vendeur de l'AMM, l'industrie pharmaceutique ou biotech, toucherait un voucher qui serait potentiellement utilisable par une société pharmaceutique qui l'achèterait et qui permettrait de prolonger la durée de vie de son produit, un autre produit qui, lui, serait rentable. Et ce bon d'achat correspond à un volume financier qui permettrait de garantir une partie seulement du retour sur investissement de la biotech. Donc ça, c'est vraiment une façon de stimuler l'innovation. C'est un outil qui est très, très
simple à mettre en place, européen et qui pourrait être rapide. L'année prochaine, on peut faire ça. Et ça, c'est énorme parce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique et les biotech en particulier, on a moins d'un an de cash devant nous. On n'a plus moyen de développer nos projets. Donc si on ne change pas la donne vite, on va tous disparaître l'année prochaine, as soon as this. L'autre principe, c'est le revenu garanti. Comment ça fonctionne? On achèterait un produit avec un niveau de garantie, une sorte d'assurance. Donc par exemple, au UK, c'est 10 à 20 millions de pounds par an qui sont payés pour avoir accès au produit. Donc vous voyez, par rapport à la vente réelle d'un produit qui serait par un volume, on est vraiment au-dessus et ça permet de garantir le retour sur investissement pour l'achat. En Europe, c'est très intéressant comme système parce que ça permettrait l'accès aux 27, alors que sinon l'accès aux 27 est compromis. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée des politiques publiques nouvelles qui vont casser la façon volume-prix. Alors, comme on dit dans l'univers un peu anglophone, mais c'est très à la mode ici à Big, it takes a village, c'est-à-dire que on est très nombreux à essayer de pousser pour ces politiques publiques, et l'Europe n'en s'en sortira pas seule. Hein. Il faut que les États-Unis bougent, et il faut que le Japon, le Canada bougent aussi, ce qui est le cas. Les États-Unis un peu moins, malheureusement, pour les raisons qu'on imagine, mais on est tout un pool d'industriels. Il y a énormément de travaux actuellement dans le trilogue en Europe, et puis des acteurs, mais ça reste un tout petit monde, mais en tout cas, il y a une mobilisation mondiale autour de ce sujet. Donc BIM, l'alliance que j'ai créée il y a 10 ans maintenant, et qui aujourd'hui va atteindre ses 10 ans, travaille avec l'ensemble de ces acteurs pour défendre l'industrie européenne et essayer de faire progresser des innovations en Europe. On a aujourd'hui quelques sociétés qui ont des projets en phase 3, en phase 2, donc ça peut marcher. Et mon dernier point, on y reviendra peut-être à la fin, sachez que, vous l'avez vu, ça coûte cher, ça va coûter 300 milliards. Et en fait, si on met en place ces politiques publiques maintenant, ça gagnera de l'argent, ça évitera ce coût. Il y a une étude magnifique du Center for Global Development qui a été faite sur ce sujet. Et vous voyez, ça va sauver des vies, ça va sauver de l'argent à terme dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, les 30 prochaines années même, au niveau mondial. Donc un très joli cas d'école d'une action nécessaire au niveau mondial pour changer l'économie de l'innovation antibiotique et nous permettre tous de pouvoir bénéficier de la médecine que vous connaissez aujourd'hui. Merci beaucoup Florence. Vous avez évoqué différents textes qui sont en cours d'analyse, de développement au sein de l'Union européenne, justement pour stimuler l'innovation de nouveaux produits de santé. Il y en a un, Olivier, que j'aimerais que vous nous présentiez rapidement, c'est le Biotech Act aussi, qui vise justement à créer un environnement favorable pour nos biotechnologies, juste avant qu'on évoque une autre problématique d'accès au marché pour d'autres types de médicaments avec Cilia. Merci beaucoup Béatrice. Donc le Biotech Act, ça fait partie des grandes priorités de cette commission. C'est un texte de politique industrielle. C'est un texte où, en fait, on tire les leçons des expériences durant le précédent mandat, où on s'est beaucoup focalisé sur d'autres secteurs cruciaux pour l'avenir de l'Europe et son autonomie stratégique, qui étaient les semi-conducteurs, qui étaient les batteries. Et il y a quand même la réalisation que dans le domaine de la biotechnologie, on est dans une position de force, on est dans une position où on a énormément de potentiel et donc il est très important que les institutions européennes, que les États membres se mobilisent pour soutenir le secteur et le rendre plus compétitif. Donc actuellement, on a clairement des défis pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur parce qu'on a un cadre réglementaire qui est assez ancien. On a un cadre réglementaire qui a donné lieu à des interprétations ou à des mises en œuvre différentes d'un État membre à un autre. Donc on a vraiment besoin d'avoir une approche qui est beaucoup plus cohérente. Alors, d'une certaine manière, avec, comme vous en avez parlé Florence, avec la proposition qui est actuellement sur la table et en cours de négociation sur la refonte du cadre réglementaire pour les produits pharmaceutiques, on a déjà une idée de la direction dans laquelle on pourrait aller. Et là-dedans, eh bien, il y a de la simplification administrative, il y a une accélération des délais pour la validation, pour les autorisations de mise sur le marché. Et puis, comme vous avez très bien expliqué dans le domaine de la résistance antimicrobiale, il y a cette idée de mettre en place des incentives pour les produits, les innovations qui apportent un bénéfice à la société, qui apportent un bénéfice
à la santé publique. Derrière ça aussi, il y a des très gros enjeux financiers. On a été capable de mobiliser l'argent européen au moment du Covid efficacement, avec vraiment un vrai bond en avant dans le domaine de l'innovation avec le mRNA et la satisfaction que dans ce domaine, l'Europe représente à peu près 25% de l'écosystème. Donc on a été capable de montrer qu'on pouvait faire la différence sur certaines technologies. Donc maintenant, évidemment, il s'agit d'étendre cette approche à d'autres secteurs. La biotechnologie, ce n'est pas uniquement la pharma. Ça va évidemment beaucoup plus loin que ça, puisqu'on sait très bien que dans le domaine agricole, dans le domaine de la production, les applications sont très très larges. Donc il faut évidemment amener tout le monde autour de la table, ce qui n'est pas évident, parce que ce sont des cadres réglementaires qui ont été développés de manière distincte, évidemment, avec des logiques distinctes. J'ai oublié évidemment de mentionner la propriété intellectuelle. Donc il y a un très très gros travail à faire aussi du côté de l'harmonisation réglementaire. Derrière ça, évidemment, ce qu'on fait de plus en plus dans le domaine de la politique industrielle, on veut favoriser les investissements stratégiques. Donc ça, Sylvie va nous l'expliquer. On veut faciliter le développement d'une base industrielle grâce à une accélération des délais en matière, par exemple, de permis environnemental, de permis d'urbanisme. Oui, pardon. Avec les permis environnementaux et les permis d'urbanisme, on veut accélérer les délais dans ce domaine. Donc ça, c'est aussi un exemple. Et on veut soutenir, évidemment, à l'échelle européenne, le développement des compétences pour garantir que toutes ces entreprises bénéficient d'un accès à des gens diplômés et des gens qui soient capables de répondre à la demande dans un domaine très, très, très rapide dans son évolution. Alors, pour ce qui est du Biotech Act en lui-même, pour l'instant, on n'est pas encore dans une phase de négociation, donc on n'est pas, comme l'expliquait Florence, dans le domaine de la législation pharmaceutique, on n'a pas encore commencé à discuter d'un texte, parce qu'il n'y a pas de texte sur la table. On est dans une phase de consultation. Cette consultation est en cours. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées à toute partie prenante intéressée. Dans le domaine, cette consultation publique se termine le 10 novembre. Donc vous avez la possibilité d'y contribuer et de faire part de vos idées. Et donc évidemment, sur la base des résultats de cette consultation publique, il y a aussi évidemment une étude d'impact qui va être faite. On sera en mesure de mettre sur la table un projet au début de l'année ou dans le courant de l'année 2026. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on compte sur vous et on est vraiment très, 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 je dirais, à l'écoute de vos remarques dans ce domaine pour créer un cadre européen qui soit favorable au développement de la biotechnologie. À côté de ça, il y a une autre bataille qui est tout aussi importante, c'est la bataille des perspectives financières européennes. Donc il y a une proposition qui a été mise sur la table pendant l'été pour la période de 2028 à 2035. Donc, on a l'impression que c'est dans pas mal de temps, mais finalement, c'est demain. Et les grands enjeux du point de vue des enveloppes se discutent maintenant au Parlement et au Conseil. Et on a un programme européen pour la compétitivité qui a été proposé et qui aurait une fenêtre biotech très importante. Et évidemment, il y a un gros travail pour s'assurer que cette fenêtre soit bien dotée. Pour le moment, on parle de 22,6 milliards d'euros sur 7 ans. Donc c'est déjà un montant important, sachant que dans ce genre d'investissement à l'échelle européenne, il y a toujours l'idée d'un effet d'entraînement. C'est-à-dire que très souvent, on se met en partenariat avec les États membres, on se met en partenariat avec le secteur privé. Les tours de table sont réalisés avec une contribution justement d'autres partenaires pour avoir un effet multiplicateur. Donc là, on a vraiment aussi une discussion sur laquelle on compte sur vous parce que l'Europe, encore une fois, n'a pas les moyens de répondre à tous les besoins en matière d'investissement, mais dans ce secteur, elle a quand même un effet d'entraînement, je l'espère. Florence l'a dit. Bon, les Anglais ont été très en avance sur la résistance antimicrobienne, mais on espère bien aussi que
à l'échelle européenne, on aura un effet d'entraînement. Donc le Biotech Act, vraiment un enjeu très très important sur le plan réglementaire, avec en plus la mise en place de mesures d'accompagnement, mais aussi, parallèlement au Biotech Act, les discussions en cours sur le Fonds européen de compétitivité, qui sont portées par le commissaire français, Stéphane Séjourné. Et à côté de ça, évidemment, le programme de recherche Horizon Europe, qui finance la recherche fondamentale dans ce secteur. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est, Béatrice. Merci beaucoup, Olivier. Et donc, on a bien évoqué un peu tout l'arsenal européen qui se met en place pour soutenir l'innovation et leur accès au marché. Mais quand on parle d'enjeux de santé publique pour l'Europe, il y a un autre gros sujet qu'on aimerait évoquer ici, c'est les médicaments matures, médicaments critiques, M6, enfin bon, ils ont beaucoup de noms. Ce sont souvent des vieilles molécules que l'on utilise tous encore aujourd'hui. On va parler du paracétamol, ça va cristalliser voilà, tous les débats, mais il y en a beaucoup d'autres, et c'est un faux sujet, le paracétamol. Et pour parler justement de l'accès et de ces problématiques et de compétitivité de l'Europe pour continuer à fournir des médicaments matures, j'aimerais laisser la main à Sylvia Cabriac-Rives, qui est CSO, Chief Strategy Officer d'EuroAPI, et également membre du SICOS, qui est le syndicat de la chimie fine en pharmaceutique, qui nous accompagne sur cette table ronde et que je remercie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci, je suis ravie d'être avec vous et merci en effet Béatrice de faire tout le panel et en effet parler de ces molécules essentielles. Ce sont des molécules matures. On parle ici de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Ça veut dire qu'ils sauvent des vies même si ce sont des molécules anciennes. Ces molécules accompagnent le quotidien des patients français, européens et que ce soit pour des prises en charge en ville et à l'hôpital. Donc peut-être poser vraiment le cadre. De quoi on parle? Parce que c'est important de comprendre quelle est la problématique sur ces molécules. Je veux bien, Béatrice, merci. Je pense que c'est important de bien prendre conscience que pour arriver au médicament fini, pour avoir un comprimé, une gélule ou une seringue, il faut en effet un certain nombre de composants en amont de ce produit fini. Et vous voyez là qu'aujourd'hui, il faut des excipients, il faut des intermédiaires qui sont des précurseurs chimiques faits par des synthèses chimiques ou de la fermentation ou de la bioproduction, on parlait de Biotech Act, ou encore, et qui arrivent en fait à la synthèse du principe actif, c'est ce qui va faire que le médicament va avoir un effet thérapeutique. Donc c'est important de bien situer le cadre et de se dire d'où on part au niveau européen. Aujourd'hui, comme l'a mentionné Olivier, on ne part pas de rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un savoir-faire en Europe. Aujourd'hui, il y a plus de 450 sites en Europe de production de principes actifs pharmaceutiques. Il y en a 80 en France. Ça représente des capacités industrielles et ça représente aussi un savoir-faire et une expertise, puisque ça représente 150 000 emplois en Europe, dont plus de 10 000 emplois directs en France. Donc, on ne part pas de rien. Pour autant, cette brique que vous retrouvez, qui est une clé de voûte en fait au niveau de cette production pharmaceutique, est aujourd'hui face à des enjeux majeurs, le problème des enjeux de compétitivité, puisqu'aujourd'hui on ne se bat pas forcément à armes égales quand on a un coût de l'énergie qui est beaucoup plus cher ou qu'on a en effet des contraintes environnementales pour justement faire fonctionner nos usines en Europe. Et puis d'un autre côté, on a face à nous également une concurrence déloyale, puisque des pays à l'autre bout de la planète, notamment la Chine ou l'Inde, ont mis depuis des années une politique industrielle très forte pour justement se positionner comme étant des producteurs et des fournisseurs de premier rang au niveau des principes actifs au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle on part d'où aujourd'hui? On part en effet qu'entre 70 et 80% des principes actifs consommés en Europe ne viennent pas de l'Europe en fait, et viennent en fait de pays tiers. Alors, c'est une situation qui n'existe pas depuis seulement hier. Le Covid et la crise du Covid-19 l'a révélé quelque part, mais c'est une tendance de fond qui s'est inscrite et qui aujourd'hui montre la fragilité de cette chaîne de valeur qui, si elle n'existe pas, ne permettra pas aujourd'hui une sécurité d'approvisionnement du médicament, le produit fini. Si maintenant on peut aller sur la slide d'après, et je vais vous reprendre du coup, pour bien comprendre que si on veut stabiliser, et à la question comment en fait l'Europe peut s'organiser, et comment l'Europe peut aujourd'hui redynamiser et sécuriser, ça passe en effet par cette continuum que l'on doit avoir sur la chaîne de valeur. On opère dans un cadre qui est régulé, et donc de se dire il faut absolument sécuriser
tous les maillons de la chaîne. Alors certains, et je vais reprendre sur la partie en aval, ce que mentionnait Olivier, sur le fait qu'en effet, en ce moment, se négocie en fait le paquet, la révision en fait du paquet pharmaceutique, qui en effet est là pour assurer, et là je parle à la fois pour l'innovation, pour les produits innovants, mais aussi pour les molécules essentielles, qui est quelque part de se dire, est-ce qu'on a aujourd'hui un cadre qui favorise l'accès à l'innovation pour l'ensemble des patients européens? Est-ce qu'aujourd'hui on peut simplifier sur aujourd'hui les normes que nous avons? C'est le premier élément. Mais en même temps, ça c'est on va dire un cadre général du paquet pharmaceutique. Et pour autant, en effet, à la suite de la crise du Covid-19, de se dire, on a aujourd'hui un vrai enjeu sanitaire sur des molécules dont on ne peut pas se passer. Si on ne les a pas, les patients vont mourir. Si on ne les a pas, les hôpitaux ne peuvent pas tourner. Le système de santé est complètement déstabilisé. Et donc, sur certaines molécules qu'on dit critiques, et pour la première fois, on a une liste au niveau français. Ça n'existait pas auparavant, en 2023. On a également une liste au niveau européen. Et partant de là, c'est tout le travail qui s'est porté pour établir le Critical Medicine Act, qui est là pour dire justement comment on peut sécuriser cette chaîne de valeur sur ces produits dits critiques. En même temps, comme le mentionnait Olivier, il y a le Biotech Act. On en a besoin. Certains produits aujourd'hui sont issus de procédés de bioproduction. Les technologies de biotechnologie sont excessivement importantes, notamment demain pour favoriser une industrie chimique compétitive. Là, on va mélanger des technologies de chimie et de biologie. Et pour terminer, c'est également le premier bloc que l'on voit au tout début. Si nous n'avons pas les précurseurs chimiques pour justement enclencher cette chaîne de production, rien n'arrivera. Donc tout l'enjeu de comment l'Europe peut s'organiser, on a identifié exactement aujourd'hui les chaînes de vulnérabilité. Et c'est tout l'enjeu parce que, comme le disait Olivier, ce n'est pas forcément les mêmes règlements, ce n'est pas forcément les mêmes parties prenantes. Et c'est de se mettre d'accord, en effet, sur cet ensemble de cette chaîne pour tous les acteurs. Je vais revenir un peu sur le Critical Medicine Act, qui est quand même le point sur lequel le CICOS a largement contribué au niveau de la rédaction. C'est pour nous un momentum clé, parce qu'on n'est pas dans l'innovation thérapeutique. Au niveau des producteurs de principes actifs pharmaceutiques, nous, on va innover sur les procédés industriels. On a une industrie qui est ancienne, on a cette chance de l'avoir au niveau européen, et si une industrie s'en va, elle ne reviendra pas. Donc tout l'enjeu est aujourd'hui de la sécuriser. La sécuriser parce que ce savoir-faire, il va mettre des années à revenir. Donc on va l'oublier. Et on le voit, les États-Unis aujourd'hui ont perdu cette partie-là. Et on voit bien ce que le président Trump est en train de mettre en place pour sécuriser ce premier maillon. Il l'a très bien compris en faisant sa liste de molécules actives qu'il veut sécuriser, soit sur le sol européen, soit des accords qu'il va passer. Parce que ce maillon-là, il est primordial. Donc, sur le Critical Medicine Act, pour nous, c'est un momentum clé pour se dire, nous avons besoin d'un soutien pour innover sur nos procédés industriels. Parce qu'en effet, on a une chimie qui est une chimie ancienne, sur laquelle aujourd'hui, l'innovation arrive à bras le corps sur tout ce qui est technologie de la chimie verte. Et ce qui nous permettra à la fois d'assurer à un prix abordable, justement, la compétitivité de notre industrie, un prix acceptable et qui, en plus, se fait dans des standards européens de haut niveau qui, aujourd'hui, nous permettent de réduire notre empreinte environnementale. Donc, pour nous, le Critical Medicine Act est très important. Le deuxième pendant du Critical Medicine Act, et Florence en a parlé aussi, c'est comment, derrière, on va sécuriser la demande. Si, aujourd'hui, on maintient l'offre industrielle sur le sol européen, il faudra également que l'Europe, aujourd'hui, donne un cadre qui favorise en fait le sourcing en Europe. Parce qu'aujourd'hui, rien ne le protège. On n'a pas du tout, comme dans d'autres pays, qui protègent leur marché. Ça ne s'opère pas sur l'Europe. Et c'est ce qu'on doit faire. Et on doit le faire, en effet, notamment sur les molécules critiques, parce qu'on sait que demain, si on ne pourra pas parler de souveraineté sanitaire, si on n'a pas aujourd'hui sécurisé cette souveraineté industrielle. Merci beaucoup Sylvia. Et de vos prises de parole à chacun de vous trois, on comprend que pour réussir, il va falloir une dimension collective. Il faut travailler absolument sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Florence, Sylvia, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous faites aujourd'hui pour porter vos messages auprès de l'Europe et faire avancer les choses? Je pense que ça pourrait être très utile si certains de nos auditeurs se sentent l'âme
d'aller plus loin? Alors côté BIM Alliance, on est, vous l'avez dit tout à l'heure, 70 sociétés qui sont entre 3 salariés et 50, mais il y a extrêmement peu de sociétés de plus de 20 salariés. Donc on n'avait juste pas le choix. Il fallait qu'on travaille ensemble, main dans la main. En plus, n'oubliez pas qu'on n'est pas si en compétition que ça. Les bactéries pathogènes, il y en a beaucoup. Les stratégies de lutte contre l'antibiorésistance, il y en a beaucoup aussi. Il y a des stratégies aussi alternatives aux antibiotiques. Il y a les antibiotiques eux-mêmes avec plein de souches bactériennes différentes. Donc en fait, dans le portefeuille de toutes les sociétés de BIM, il y a peut-être 100 molécules en préclinique, en développement clinique. Enfin, on est 100, 200 maximum. On n'avait pas le choix. Il fallait s'unir. Et on travaille vraiment main dans la main, mais avec un peu ce qu'on peut. Donc BIM, on a un salarié et demi, on va dire, qui travaille pour créer le lien et éditer des documents de défense de l'industrie pour essayer de faire d'être un stakeholder à côté des politiques. Donc on a énormément de rencontres avec les parlementaires, avec la Commission, avec beaucoup d'acteurs aussi dans les États membres. C'est les États membres qui décident beaucoup aussi en Europe, donc il faut travailler aussi au niveau des États membres. C'est beaucoup de travail. L'industrie pharmaceutique a différents organismes, hein, le FPIA en Europe en particulier, qui travaillent sur ces sujets d'affaires publiques. Donc nous, on est un tout petit maillon, mais on travaille aussi avec le FPIA, avec l'IFPMA, et on fait ce qu'on peut, on va dire, pour représenter l'industrie qui reste dans la boucle malgré les problématiques de profitabilité. Donc la collectivité, elle est extrêmement forte. Elle est même assez plaisante parce qu'on se sent tous dans une équipe de rugby à se serrer les coudes pour essayer d'y arriver. Et c'est essentiel aujourd'hui parce que c'est notre survie qui est en jeu en ce qui concerne l'innovation en antibiotiques. Donc je crois que là, il n'y a pas de doute sur l'importance de cette collectivité. De la même manière, pour reprendre les propos de Florence, avancer collectivement, c'est indispensable. Je pense que ce schéma sur la chaîne de valeur le montre. On a un ensemble de parties prenantes, donc si on ne discute pas ensemble, bien évidemment, il faut trouver en fait l'objectif commun. On a des enjeux de santé publique, on doit être capable de se réunir sur ces enjeux de santé publique. Le deuxième point, on ne pourra pas le faire uniquement en restant sur le niveau français. On peut avancer en France, ça donne des beaux exemples, on l'a montré. Il y a eu un gros travail de frais avec des institutions françaises pour montrer qu'on était capable de définir une liste, qu'on était capable de faire des scores carbone, etc. etc. Mais on ne peut pas rester au niveau français. Donc si on prend notre activité, et vous l'avez peut-être dans vos secteurs respectifs, on a un point de relais au niveau européen. Pour nous, en tous les cas, c'est l'EFCG, qui est l'European Fine Chemical Group. Et là-dessus, on se retrouve entre pairs, producteurs de principes actifs, je vous l'ai dit, il y en a un certain nombre en Europe, et on essaye justement de pouvoir, à notre échelle, rallier en fait les États membres. Comme le mentionnait Florence, il faut qu'on embarque en fait l'ensemble des États membres pour justement réussir cette transformation au niveau européen. Et puis le troisième point, je pense que ce qui est important, et je vais reprendre justement le travail qui a été fait sur le Critical Medicine Act, pour arriver à ce texte. Il y a eu tout un travail en amont qui a été amorcé, qui s'appelle le Critical Medical Alliance, qui a été lancé début 2024, qui en un temps record a mis autour de la table l'ensemble des parties prenantes. Et Olivier dit oui, en effet, parce que c'est ERA, et je remercie du coup ERA sur l'animation qui en a été faite, de se dire en effet, mettons autour de la table les parties prenantes, ça peut être le secteur privé, comme le secteur public. Et dans le secteur public, on avait tout ce qui est aujourd'hui achat hospitalier, le monde de l'officine, mais aussi les patients et puis les États membres. À un moment donné, il faut partager le diagnostic. Je crois qu'aujourd'hui, le nombre de rapports qui expliquent pourquoi nous avons eu des pénuries de médicaments, elles sont multiples et variées. Si on ne les prend pas et qu'on ne s'attaque pas aux causes racines, on ne les traitera jamais et on sera toujours un système de crise. Donc l'idée est bien d'anticiper et d'aller sur les causes racines et de se dire cet espace de dialogue qui permet à chacune des parties prenantes de faire ce diagnostic, on va dire, partagé, et ensuite d'apporter des éléments concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Qu'est-ce qu'on doit bouger aujourd'hui? Est-ce que c'est un texte de loi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un mécanisme de financement qui n'existe pas? Et c'est vraiment par cet espace-là de dialogue qu'on peut arriver. Mais ce dialogue-là, il doit se passer rapidement. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Et il faut qu'il arrive à des choses concrètes. Sinon, la pendule tourne et les problèmes ne sont toujours pas résolus. Merci beaucoup à vous deux.
Olivier, peut-être avant qu'on passe à la session d'échange, parce qu'il nous reste 15 minutes, on a un magnifique timer au fond. Pour vous, quelles sont les prochaines grandes échéances que vous voudriez justement mettre en avant sur ces différents textes ? Et puis, de votre point de vue, au niveau de l'Europe, c'est quoi les grands enjeux avant de passer à la... Donc je pense que les prochaines échéances, bon, elles ont été bien expliquées et par Florence et par Sylvia du point de vue réglementaire. Donc là, il y a tout un travail législatif, donc des vrais enjeux de simplification et pour la législation pharmaceutique en cours et pour le Biotech Act à venir et pour les discussions sur le budget européen aussi en cours. Donc là, trois très gros rendez-vous, très gros enjeux pour l'industrie. Du côté d'ERA, donc ERA est moins évidemment du point de vue de son mandat, se concentre moins sur la problématique réglementaire. Elle n'a pas un mandat réglementaire, elle a plutôt un mandat d'intervention. Donc on est dans une logique de mise en place d'outils, d'intervention, de soutien à l'industrie dans notre domaine, qui est celui des maladies transmissibles, donc qui sont en mesure de traverser les frontières. Et les outils qu'on a à notre disposition sont des outils qui nous permettent d'intervenir ici et maintenant. Donc, par exemple, dans les mois qui viennent, on va chercher à mettre en place des achats en commun avec nos 38 États membres. On va être très volontaire dans ce domaine-là pour mettre en place des achats en commun de ce qu'on appelle des contre-mesures médicales, donc des produits médicaux, pharmaceutiques, des équipements qui nous permettent de réagir en termes de crise, avec une logique de sécurisation des approvisionnements, donc le fameux Made in EU qui est défendu par la présidente de la Commission. Donc il va falloir mettre en place des critères, mettre en place des appels d'offres qui auront pour objectif de valoriser la production en Europe. Et ça se passe maintenant. On n'est pas dans un horizon à plusieurs mois, parce que derrière, on n'a pas mentionné, parce qu'on ne veut pas non plus, en rajouter. Il y a aussi un gros enjeu du point de vue de la réforme des règles des marchés publics. Jusqu'à présent, on a des règles, on a beaucoup parlé d'autonomie stratégique, mais au bout du compte, les États membres, la plupart du temps, les autorités publiques, la plupart du temps, se concentrent sur le niveau du prix. Donc évidemment, si on se concentre uniquement sur le niveau du prix, on a tendance à avoir des chaînes de valeur où tout ce qui relève, je dirais, d'une valeur ajoutée limitée va être réalisé en dehors de l'Europe, en Asie, en Inde, en Chine. Donc c'est une approche qui a permis évidemment de faire énormément d'économies dans le domaine de la santé en particulier, mais c'est une approche qui présente des limites, puisque évidemment dans un environnement de plus en plus incertain, avec une multiplication des crises, on doit se poser la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Alors sur les domaines évidemment innovants, mais aussi, comme l'a très bien expliqué Sylvia, sur des matières premières, sur des principes actifs de base. Donc des piliers de notre système de santé qu'on a toujours considérés comme étant des choses acquises, comme une tasse de café, parce qu'on compare souvent les boîtes de paracétamol à une tasse de café, qui est beaucoup plus chère à ce sujet. Donc des choses qui font partie de notre quotidien, qu'on n'a jamais vraiment remis en question, qui nous semblent être comme des acquis, mais qui, en cas de crise économique et politique, seraient remises en cause. Donc derrière ça, on a un devoir d'anticiper, on a un devoir de nous préparer. Et évidemment, on entend, et je suppose qu'à Big aussi, on entend beaucoup de la nécessité d'avoir des sociétés plus résilientes, mieux préparées dans le domaine de la défense. Mais ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que en matière de résilience, le système de santé, la capacité à soigner des patients dans toutes circonstances est aussi un élément fondamental de la résilience. Il y a beaucoup d'argent qui va être dépensé en Europe pour la défense, et nous, on se bat pour qu'une partie de ces budgets, parce que c'est des budgets qui ont vocation à augmenter, en tout cas on l'a promis, hein, c'est la promesse des membres de l'OTAN, qu'une partie de ces budgets soit consacrée à la résilience des systèmes de santé, donc des infrastructures, des hôpitaux, mais aussi, comme vous l'avez tellement bien expliqué, et la sécurisation de la base de nos approvisionnements,
et aussi notre capacité à faire face aux menaces futures. Et donc, les outils qu'on a en place, bon, j'ai beaucoup parlé des marchés publics en commun, il y a aussi d'autres domaines en matière de réservation de capacité, en matière d'aide à la production flexible, donc on travaille beaucoup aussi sur ces sujets-là, sont des instruments d'intervention sur lesquels on travaille déjà maintenant. On travaille aussi beaucoup sur la coopération civile et militaire. Donc, du point de vue des rendez-vous, donc je reviens à votre question, je vous invite à venir travailler avec nous. On a, non, évidemment, Sylvia a mentionné l'Alliance sur le sujet spécifique des médicaments critiques. On a aussi, nous, un forum de coopération industrielle qui est ouvert à l'industrie et aux États membres, où là aussi on met tout le monde autour de la table, mais dans une logique plus de préparation de crise. Donc, mais encore une fois, pour faire face aux crises, il faut qu'on soit bien préparé, il faut que la logistique soit là, il faut qu'on ait les stocks qui soient disponibles. Mais encore une fois, face aux crises futures, on ne doit pas se battre avec les armes du passé. Il faut innover, il faut avoir cette capacité à anticiper et à faire face. Donc on a un forum de coopération industrielle. L'appel à participation est disponible en ligne sur notre site. C'est limité à 140 participants, donc les places sont chères. On a un rendez-vous, je dirais, entre annuel et biannuel qui s'appelle les Industry Days à Bruxelles. Donc on vous invite à venir nous voir à Bruxelles. On en a fait un en juin, ça a plutôt bien marché. Merci Sylvia à propos de votre participation. Mais on a vraiment la volonté d'en faire le rendez-vous de la communauté, de l'écosystème des contre-mesures médicales pour toute l'Europe. On a la chance d'avoir un environnement international très incertain qui valorise la stabilité, qui valorise la perspective, notre capacité en Europe à nous projeter vers l'avenir. Donc là aussi, on vous invite à nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Un mot très rapide de la fin avant de laisser la place à des questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre éclairage sur cette Europe de la santé que l'on voit qui est en réelle construction à l'heure actuelle. C'est le momentum parfait sur les enjeux financiers, réglementaires, pour préparer le futur. Et je crois que le mot-clé, c'est participer tous, si vous y avez un intérêt. C'est vraiment clé pour pouvoir construire l'Europe de demain dans le domaine de la santé. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour l'intervention. Vous avez tout à l'heure mentionné que le réchauffement climatique pouvait avoir un impact sur la biorésistance. Est-ce que vous pouvez préciser vos propos ? Je crois que ce sont des études scientifiques qui apportent la preuve de cet impact direct. Les bactéries, vous savez, elles poussent mieux à 37 degrés. Elles se poussent dans notre corps. Il y en a partout d'ailleurs. Il y en a même dans l'Antarctique. Donc ma réponse, elle ne va pas être plus précise qu'aller voir les publications, parce que c'est un vrai travail scientifique de pouvoir évaluer l'impact du réchauffement climatique sur beaucoup de facteurs. On commence à voir ces publications sortir, où le développement des bactéries résistantes qui portent ces gènes de résistance, qui luttent mieux contre les antibiotiques, est accéléré par l'augmentation des températures sur la planète, quoi. Donc c'est très compliqué de vous répondre précisément. Il faut vraiment retrouver les données telles qu'elles sont publiées. Mais les publications sortent aujourd'hui. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a aussi, je vous l'avais entendu tout à l'heure, l'impact des conflits armés qui malheureusement se développent, en tout cas de notre vue ici. Et bon, voilà, c'est quand même deux sujets majeurs qui continuent d'alourdir le phénomène du développement des résistances aux antibiotiques. Bonjour. Là, ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Élodie Routier, Espère Santé. Je voulais revenir sur la dimension antibiothérapie. On sait que le temps industriel et le temps clinique sont parfois des temps qui sont complètement décorrélés. Je précise mon propos. On a eu, il y a quelques années, par rapport à une demande qui a énormément augmenté, un décalage avec l'offre. Non, je crois que le micro parle pas. Si, c'est mieux. Si, merci.
Aujourd'hui, on va se retrouver quasiment sur l'effet inverse, c'est-à-dire que la production qui est un peu en décalage avec la demande pourrait atteindre des seuils beaucoup plus élevés que ce dont on a besoin. Comment, dans un enjeu de profitabilité tel que vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, quel regard vous portez là-dessus et comment on arrive à optimiser les choses? Je ne sais pas si c'est des bases de données, des éléments de ce type-là, mais pour essayer, et pardon pour cette question longue, d'avoir une corrélation entre le temps industriel et le temps clinique. Alors ça mélange plusieurs notions, me semble-t-il, votre question. Il y a une notion qui est très production, fabrication, volume, qui pourrait concerner les médicaments les plus anciens, où là, il existe aujourd'hui un panel d'antibiotiques et fort heureusement qui marche dans la majeure partie des cas. Et donc là, c'est l'enjeu plutôt porté par Sylvia sur le soutien au système de fabrication. Et vous avez tout à fait raison. C'est maintenant qu'il faut investir dans les sites de production. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt, en tout cas en antibiorésistance, on est plutôt en lacune de production. On a vraiment des antibiotiques qui marchent plutôt bien sur certains éléments et qui ne sont pas suffisamment disponibles pour le bénéfice clinique des usages. Donc, et notamment, et puis après avec la problématique de la souveraineté, où on aimerait les ramener en termes de production, alors que la plupart des antibiotiques aujourd'hui sont fabriqués en Chine et en Inde, comme vous le pointiez. Sur la partie plutôt innovante, c'est-à-dire les nouveaux antibiotiques qu'il faudrait mettre à disposition des patients pour les traiter face à des résistances sur lesquelles aujourd'hui les carbapénèmes, qui sont les antibiotiques de dernier recours, ne fonctionneraient pas. Et il y en a malheureusement de plus en plus. Vous avez tout à fait raison. Le temps de recherche, il est de 15 à 20 ans sur des nouvelles stratégies antibiotiques. Je crois que le grand public a imaginé dans la crise Covid qu'on pouvait avoir des produits qui allaient guérir les crises en un an, parce qu'on a eu ce phénomène incroyable d'avoir des produits presque tout prêts à être mis à disposition en vaccination, mais pour ceux qui ne sont pas dans le domaine pharmaceutique, c'était unique et incroyable. Je peux vous affirmer que sur la partie développement de produits, ça dure 15 à 20 ans. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut changer l'économie de l'innovation pour permettre à des projets de se développer et appréhender les problématiques à terme. Mais on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, je vous confirme que le marché n'est pas là, que les investissements sont très faibles et qu'on a un gap. C'est mon métier à Eurobac Therapeutics d'identifier des produits pour les développer en clinique, notamment sur les bactéries gram négatives, qui sont celles où il y a un besoin médical important déjà et qui grossit sur la résistance aux antibiotiques. Mais il n'y a vraiment quasiment aucun produit qui est proche du clinique ou en phase 1. Et vous savez, les taux d'attrition, les taux d'échec dans notre métier sont très élevés en développement clinique. Il y a 7% de chances d'arriver au marché quand on est au début de la phase 1. Donc autant vous dire que la situation sur l'innovation aujourd'hui, elle est malheureusement très difficile. Peut-être juste, on va prendre une autre question, mais juste pour compléter vos propos sur la problématique aujourd'hui de comment on peut gérer en fait le niveau de production par rapport aux besoins. Donc, sur les antibiotiques, vous avez raison, on sait à peu près l'utilisation pour certaines pathologies, on sait à peu près. Mais c'est un système de crise que d'un seul coup, on a une demande de 200% supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui? Premièrement, c'est qu'est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'il y a des facteurs, des éléments qui vont faire? Et ça, c'est les épidémiologistes qui peuvent montrer justement au niveau des services de santé nous aider. Deuxièmement, de se dire quels sont les fournisseurs aujourd'hui qui existent. Et plus vous avez des fournisseurs aujourd'hui qui ont des compétences et qui sont capables, parce que tout est régulé. Donc, vous ne pouvez pas, si vous n'avez qu'un seul, c'est très compliqué de répondre de 100% supplémentaire. Si en revanche, vous avez plusieurs acteurs, c'est beaucoup plus simple. Troisième élément, c'est aujourd'hui, vous avez parfois des packaging qui sont pays par pays. Si aujourd'hui, on a des packaging uniques, ça facilite. Il y a plein de solutions. Mais vous avez raison, il y a des moments, et puis il y a aujourd'hui le niveau de stock qui doit être aujourd'hui, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut du stock, il faut aujourd'hui avoir une bonne cartographie en fait, des acteurs, avoir en effet des bons systèmes qui permettent de capter l'information le plus tôt possible, et vous avez raison, par des bases de données, s'améliorer pour ces modèles prédictifs. Alors, juste je serai très rapide parce que j'aimerais bien vous entendre. Et on a aussi des outils à l'échelle européenne pour répondre aux augmentations, aux pics de demande dès qu'il y aurait une crise qui se déclencherait. Donc on a des plateformes qu'on réserve, qui sont en place et qui peuvent accueillir des produits très variés. Et on cherche à développer ce modèle. On l'a pour les vaccins et on veut le développer. 1 minute, voilà. Bonjour. Petite question, est-ce qu'on peut véritablement envisager une autonomie stratégique dans le domaine du médicament en Europe, alors que les big pharma sont en train d'investir massivement aux États-Unis? AstraZeneca vient d'annoncer 50 milliards d'investissements, Novartis, pareil, 55 milliards aux États-Unis, Johnson & Johnson, 55 milliards. Je ne vais pas faire la liste, mais on arrive aujourd'hui pas loin des 450 milliards. C'est autant d'argent qui ne va pas être fléché vers la France.
Et au même moment, on a les CDMO qui sont en train de s'enfoncer dans la crise. La chimie européenne est dans une phase de destruction d'emplois massive. Et donc, est-ce que réellement, objectivement, on prend réellement le chemin d'une autonomie stratégique dans ce contexte? Merci. Donc vous avez parfaitement raison. Je crois qu'il y a un effet actuellement d'annonce aux États-Unis, un petit peu comme ce qui a pu se passer en Chine, où on a une volonté de faire du reshoring, parce qu'évidemment, les Américains sont en situation de faiblesse considérable dans ce secteur et se reposent énormément sur les pays tiers. Donc ils ont un vrai problème qu'ils cherchent à gérer. Bon, y a des effets d'annonce. On va voir sur le long terme. On sait aussi que les États-Unis ont annoncé que sur beaucoup de médicaments innovants, ils voulaient baisser les prix. Donc en termes d'équation financière, je ne sais pas très bien comment les laboratoires vont s'en sortir. Cela étant, ça ne doit pas nous exonérer d'avoir une approche beaucoup plus stratégique. Ce qui est, je pense, réel du point de vue européen, c'est cette volonté d'avoir les outils derrière pour l'investissement dans un secteur qui finalement ne représente pas des investissements en capitaux qui sont aussi importants que dans le domaine des semi-conducteurs ou dans le domaine des batteries, et qui vont nous apporter l'autonomie stratégique. Cela étant, il faut aussi que du point de vue des systèmes de santé et des décideurs, on fasse le choix conscient de s'éloigner d'une approche purement budgétaire, d'une approche purement basée sur les prix. Il y a des pays déjà en Europe, les pays scandinaves, qui ont cette perception de leur vulnérabilité parce qu'ils sont petits, c'est des petits marchés qui ne sont pas considérés comme prioritaires. Ils ont des critères d'achat qui valorisent la sécurisation de l'approvisionnement. Donc il y a une révolution mentale à faire dans nos systèmes de santé. Ça va coûter de l'argent. Il ne s'agit pas évidemment que tout soit produit en Europe, mais c'est possible de toute façon. Mais il s'agit de diversifier pour sécuriser et de nous garantir cette certitude qu'on aura une base manufacturière en Europe. Alors quand je dis Europe, c'est toujours Europe plus. Parce qu'on a quand même, heureusement, on n'est pas seul au monde. On a des partenaires dans le monde qui sont exactement dans la même situation que nous et avec lesquels on a des accords commerciaux qui nous permettent de nous protéger. Donc, il faut que, je pense qu'au niveau européen, la conscience, elle est là. Du point de vue financier, la conscience, elle est là. L'enjeu, c'est la création de marchés qui valorisent la production en Europe. Et ça concerne énormément la résistance antimicrobiale, les principes actifs, mais aussi les produits innovants. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en aparté, en tout cas. Merci à tous. Merci. Merci Béatrice.